Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Pédago Podcast. Aujourd'hui, on va avoir comme sujet la plateforme Moodle. Ça fait pratiquement un an là, qu'on est dans l'obligation d'utiliser la techno. La plateforme Moodle a été fortement sollicitée dans les derniers mois. Puis, pour plusieurs, ça a été un moment d'expérimenter plus en profondeur cette plateforme-là et d'aller voir comment on pouvait maximiser son utilisation. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Marilyn Campeau qui a gentiment accepté encore je dis encore parce qu'on l'a déjà eu dans un autre épisode du Pédago Podcast pour un autre sujet, de venir nous parler un peu de son utilisation de la plateforme Moodle. Et quoi de mieux que de parler de la plateforme par quelqu'un qui l'utilise vraiment dans ses cours avec du feedback de ses étudiants. Alors bonjour Marilyn, Bonjour Eric. ça va bien? Oui, Oui. merci. Merci de prendre de ton temps pour venir nous parler de ton expérimentation avec la plateforme Moodle. C'est super gentil. Écoute, on ne perdra pas de temps. On va aller dans le vif du sujet. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui comme premier point par rapport à la plateforme Moodle? En fait, je voulais vous parler de trois points. Là, le premier, c'est les sections flexibles dans Moodle. En discutant avec des collègues, je me suis rendu compte que par défaut, Moodle, dans le fond, il organise nos cours par semaine, mais il y a d'autres options et ça semble être moins connu. En tout cas, c'est comme si les enseignants osaient pas là, aller explorer les autres façons. Donc, je vous montre aujourd'hui comment on peut afficher un cours en format section flexible. Donc, tu sais, dans les paramètres, là, on peut choisir le mode d'affichage et la section flexible nous permet d'organiser notre cours par partie de cours comme ça. Donc, je peux cliquer ici et avoir, dans le fond, mes cours ou mes semaines qui sont organisées ici comme ça. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'alléger la page d'accueil du cours, mais également de bloquer une section. Donc, moi, par exemple, la partie 3, je ne voulais pas que les étudiants y aient accès avant le cours où on débutait ça. Donc, ça me permet de bloquer toute la section d'un coup et non d'aller bloquer chaque activité une à la fois. Donc, ça, c'est un exemple. Et on peut se permettre aussi d'aller... pardon. On peut se permettre d'aller ajouter des images aussi pour rendre ça plus convivial ou plus visuel également, là. Donc, ça permet vraiment une belle présentation, si on veut, qui est moins facile là, lorsqu'on est organisé en semaine. Aussi, bon à savoir, je l'ai testé avec des enseignants. Si vous vous dites, ah, Caroline, j'aurais aimé ça, moi, au début de la session, savoir que je pouvais organiser mon cours comme ça pour rendre ça plus agréable, bien, vous pouvez le changer en cours de session. Ce que ça va faire, c'est que, mettons ici, c'était écrit semaine 1 du 7 janvier au 8 janvier. Non, ça se peut pas, mais en tout cas, janvier, semaine 2, etc. Ça va tout simplement, en fait, garder vos activités dans les mêmes semaines, mais votre semaine va devenir une portion flexible que vous allez pouvoir renommer à votre guise et remanier, déplacer. Parce qu'il faut savoir aussi que les sections flexibles, on peut les déplacer. Donc, quand on reprend notre cours une année suivante, ça permet vraiment là, de rejouer avec notre matériel de façon plus agréable que juste par semaine. Donc, ça, c'était mon premier petit point. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, Marilyn, c'est que l'utilisation des sections flexibles permet d'éviter que notre Moodle ait de l'air d'un empilade de documents un en dessous de l'autre, puis que l'élève ait à décortiquer tout ça et à s'y retrouver par lui-même par la suite. Est-ce que tu as eu les élèves ne font pas toujours des commentaires sur nos changements, même si on est bien excité des changements qu'on fait. Mais est-ce que tu as eu des commentaires sur cet aspect-là de tes étudiants, justement, par le fait de changer par les sections flexibles? Est-ce qu'ils se sentaient qu'ils se retrouvaient un peu plus facilement? Oui, puis en fait, ce que j'ai pas montré aussi dans les sections flexibles, quand je suis en mode édition, c'est que je peux, moi, aller décider si, par exemple, en cliquant sur la petite flèche ici, si cette partie 2-là va être déroulée. Donc, si je la déroule, les étudiants, quand ils vont se connecter, c'est ça qu'ils vont voir. Puis, le petit rond ici me permet d'identifier à quelle semaine on est. Donc, ça me permet, là, visuellement, de déplier seulement la section où on est rendu. Et quand ils ouvrent la page, ben, le cours où on est rendu, les activités dont ils ont besoin pop dans leur face sans que j'ai à leur dire cliquez sur tel lien, cliquez sur telle chose. Donc, c'est très, très simple d'utilisation. Puis, moi, je perds beaucoup moins de temps à ce qu'ils se retrouvent, là, si on veut, dans mon cours Moodle.
Super. Merci Marilyn pour cette portion-là sur l'organisation de notre cours dans Moodle. Le prochain élément, moi je le trouve très intéressant. Tu vas nous parler de la leçon. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu la chance là, d'expérimenter énormément dans Moodle, la leçon. Mais toi, excusez moi mais tu as tenté de voir qu'est-ce que tu pouvais faire avec ça, puis tu l'as intégré dans des cours. Tu peux-tu justement nous partager ton expérience sur l'outil leçon dans Moodle? Oui, ben en fait, ce que je trouvais, ça fait déjà 1 an là, que j'utilise ça. Ce que je trouvais plate des cours à distance ou en ligne, c'est que je perdais ma séquence pédagogique. Tu sais, en classe, par exemple, j'explique un petit peu de théorie, je leur pose des questions, ils réagissent, on fait un petit exercice, après ça, on reprend un peu de théorie. Sauf que là, à distance, je me retrouvais comme avec la fausse idée, si on veut, qu'il fallait que je garoche toute la théorie dans une vidéo, qu'il fallait qu'il rentre en 15 minutes pour que ce soit attrayant. Ouais. Puis, ben, les exercices, on les garochait à la fin. Sauf que la leçon nous permet de garder notre séquence pédagogique un peu plus comme on fait en classe normalement. Donc, en fait, les élèves ouvrent cette leçon-là et ça commence avec L'ouverture du une petite diaphragme. capsule théorique qu'ils peuvent regarder Donc, comme ça maintenant qu'on en a plein vu écran. le... Attends un Vous petit voulez peu, faire? Marilyn. On entend ta Ouais. voix quand tu parles la vidéo par-dessus, fait qu'on comprend pas ce que tu nous dis. Fait que fais pas play, ou si tu fais play, parle pas, on va t'écouter. Ok, désolée. Donc, je vous épargne la petite vidéo, mais dans le fond, la vidéo, c'est simplement un PowerPoint que je montais et que je montrais en cours, que je narrais en cours. Et là, je l'ai simplement saisi avec Screencast-O-Matic pour en faire un petit vidéo. Donc, vous voyez, la capsule dure 4 minutes 24, donc c'est assez court. Ensuite, on clique sur Suite de la leçon et là, les étudiants, ils ont des questions en lien avec la théorie qu'ils ont vue dans ce petit 4 minutes-là. Donc, ils doivent répondre aux questions, un peu comme je le ferais en classe. On a vu c'est quoi l'ouverture, donc, OK, nomme-moi une grande ouverture, nomme-moi une petite, qu'est-ce que ça fait, etc. Et donc, ils vont répondre à ces petites questions-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'élève ne peut pas se défiler, là. En classe, on pose la question un petit peu de façon rhétorique. Il y a une personne qui répond. Là, ils n'ont pas le choix de tous répondre à tes questions, là. Puis ça, c'est vraiment une plus-value. C'est le fun que tu soulignes ça parce que c'est une des choses que j'ai remarqué, c'est que il y a toujours les étudiants qui sont passifs en classe, mais là, ils n'ont pas le choix. Et les résultats sont communiqués à la fin, hein, donc ils n'ont pas le choix de répondre à la question s'ils veulent progresser. Et moi, je vois les résultats de ça. Donc, ils doivent vraiment regarder la capsule pour répondre correctement aux questions. Puis on s'entend, là, c'est pas des questions super difficiles. Tu sais, j'essaie de rendre ça accessible, mais ça vient comme un petit peu valider les acquis qu'ils viennent juste de faire. Donc, on a encore une autre petite capsule. Alors, Donc, vous voyez, celle-là, elle est 7-8 minutes qui traite un autre petit aspect. Et ensuite, l'étudiant a encore des questions de compréhension. Donc, vous voyez hein, qu'il y a plusieurs... voyons, excusez, j'ai de la misère à faire deux choses en même temps. Il y a plusieurs types de questions ou de petits jeux, si on veut. C'est un peu, en fait, on a accès aux mêmes fonctionnalités qu'on a dans les quiz Moodle. Donc, ceux qui sont familiers avec ça, ça vous permet les mêmes fonctionnalités, mais sous forme d'évaluation formative ou d'activité d'apprentissage. Là, je me suis trompée, je vous parlais. Et donc, l'étudiant, en fait, arrive à la fin de la leçon et peut obtenir sa note. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, voyons, je vais aller au truc. Ce qui est intéressant, c'est que quand il arrive à la fin, moi, j'ai une petite simulation, si on veut, sur laquelle je l'envoie qui permet de valider là, complètement ses acquis. Lorsqu'il atteint la fin de la leçon, il peut envoyer le résultat. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que dans les paramètres de la leçon, on peut, tu sais, ceux qui utilisent déjà l'achèvement d'activité, on peut paramétrer que l'étudiant doit passer au moins tant de minutes à faire l'activité, doit atteindre la fin de la leçon pour terminer, etc. Donc, les étudiants qui auparavant faisaient les exercices, c'est-à-dire qu'ils faisaient avance rapide et s'en allaient à la fin de la capsule, ne peuvent plus se défiler. Ils doivent vraiment faire l'activité au complet. Donc ça a été un apprentissage pour les étudiants parce que ceux qui ont l'habitude de tourner les coins ronds me disaient « Madame, ça marche pas », mais quand je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, ben là, tout à coup, ça fonctionnait pour tout le monde. Fait que moi, je trouve ça intéressant comme contrôle là, pour l'enseignant. Quand ils sont en classe devant nous, on le sait qu'ils nous écoutent, ils n'ont pas le choix. Quand ils sont à la maison ou à distance, c'est un peu un moyen là, de contourner ce problème-là qu'on a.
à distance. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Marilyn, mais juste pour complémenter un petit peu sur la leçon, si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut même, j'ai pas le terme en français, là, on peut faire du, je sais même pas si c'est un terme anglais, là, j'ai branching dans la tête, on peut faire des arborescences, un arbre de décision. Donc, si l'élève a beaucoup de mauvaises réponses, on peut le réorienter vers des parties de la leçon, la refaire, puis répondre à des questions. S'il répond, puis ça va très bien, on peut le réorienter vers une autre portion, il peut continuer sa leçon. Ça rentre un petit peu plus complexe, mais on a vraiment beaucoup de possibilités pour un cheminement de l'élève où il va aller à son rythme, dans le fond, là. Donc, c'est un très bel outil à découvrir, mais comme tu as fait, on commence étape A avant d'essayer d'aller à l'étape Z, là. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à apprendre pour pouvoir aller faire des leçons un peu plus complexes dans le futur. Oui, effectivement. Puis il ne faut pas hésiter justement à commencer simple. Les étudiants aiment ça, la nouveauté, aiment ça expérimenter. Puis ils me le disent, là, dès que j'essaie des nouveaux trucs, ils sont contents d'expérimenter avec moi. Puis c'est correct, on a droit à l'erreur aussi. Hein. Il y a des choses que j'ai ajustées par après parce que ça ne fonctionnait pas, mais au final, c'est payant là, dans le sens où on progresse, puis on intègre des nouveaux trucs qui sont super intéressants. Super. Le temps file, Marilyn, puis le Oui. dernier point est super important. Tu vas nous parler d'un outil que j'apprécie particulièrement dans Moodle, mais que je n'ai pas nécessairement la chance d'aborder avec les gens que j'accompagne. Les gens que j'accompagne pour la première fois dans Moodle, parce qu'on a plein de choses à apprendre au début, puis des fois d'aborder l'outil H5P, je viens de le nommer, c'est peut-être dans une phase 2 ou 3 de notre appropriation de Moodle, mais il y a vraiment des bijoux là-dedans. Je suis content que tu nous en parles aujourd'hui. Alors, H5P, c'est quoi, Marilyn? H5P, en fait, il faudrait que je vous montre un peu l'interface. H5P, c'est une activité qu'on peut ajouter dans les onglets d'activités à ajouter Moodle. C'est le petit icône comme ça ici. Qu'est-ce qu'il y a dans H5P? Il y a des tonnes d'activités différentes. Donc, je ne prendrai pas le temps là, de toutes vous les présenter, là, mais en fait, il y en a tout plein. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacune, on a un tutoriel et on a un exemple. Donc, on peut tout de suite avoir un aperçu de ce que l'activité fait. Moi, celle que j'ai faite, en fait, celle sur laquelle je me concentre dans le cadre de mes cours, c'est le vidéo interactif vidéo, qui est un peu l'évolution de la leçon. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber un peu de côté les leçons et je me concentre plus sur ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est on upload notre petite vidéo qui a soit déjà été fait ou on peut tout faire notre vidéo dans la plateforme. Et là, à certains moments de notre vidéo, on peut aller intégrer, lorsqu'on superpose le vert et le rouge, on peut aller intégrer des petites questions. Donc, les petits picots blancs que vous voyez, dans le fond, c'est l'endroit où la question va popper dans ma vidéo. Du blanc. Donc, vous En voyez... théorie, la lumière blanche... Excusez, que ça n'a pas fait le stop comme il faut. Donc, vous voyez en fait le petit 1 qui apparaît et là, l'étudiant clique sur cette question-là et il n'a pas le choix d'y répondre avant que la vidéo poursuive. Donc, on peut en mettre autant qu'on veut. On peut faire apparaître des liens, on peut avoir des choix de réponses, des vrais ou faux, remplir des blancs, des drag and drop d'images, des associations. Et à la fin de la vidéo, ça pour certains profs, ça peut être très intéressant, on fait un résumé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs énoncés et l'étudiant doit choisir sur lequel répond mieux ou lequel est le plus vrai. Et une deuxième série d'énoncés apparaît et ainsi de suite pour vraiment consolider les apprentissages. Donc, encore une fois, on a des options d'achèvement qui sont très strictes. On peut empêcher l'étudiant d'accéder à la suite du vidéo sans qu'il l'ait vu. La balance, on peut, en fait, il y a des notes qui apparaissent aussi à la fin. Puis là, je vais vous montrer un exemple. Donc, vous voyez, on peut faire que le vidéo continue et que la question se superpose à la vidéo qui continue. On peut faire, en fait, tellement de choses. Là, c'est vraiment, vraiment génial tout ce qu'on peut faire. Et c'est des activités qui sont encore plus fun que ce que je faisais en classe parce que là, on a le visuel et on a la technologie, si on veut, qui nous... Là, je t'arrête, tu as dit quelque chose d'important. J'aime trop ça. Hein? Oui. Non, j'ai des activités. C'est presque plus le fun que quand je le fais pour vrai dans la classe. C'est rare qu'on a entendu ça dans les derniers mois. Fait qu'on va le prendre. On le prend, une tape dans le dos. Oui, non, mais pour vrai, là, les questions, c'est comme si...
Hey, j'ai de la misère avec le stop, désolé. En fait, c'est que ça permet, tu sais, des petits jeux que normalement on ferait. Si tout le monde avait un iPad en classe, on pourrait faire là, des drag and drop Mhm. ou des trucs d'association comme ça ou des visionnements de liens. Et donc, moi, ça m'a ouvert des nouvelles portes ou des nouvelles façons de leur faire comprendre les choses que je trouve vraiment intéressantes. Puis, euh, ça, en fait, ces vidéos-là, je les utilise principalement dans mon cours de photographie parce que j'ai 3 périodes, une de théorie, 2 de lab. Et la théorie, donc, j'ai choisi de la faire à la maison parce qu'on était censé faire juste les labs en classe. Mais j'aime tellement ça et les étudiants comprennent tellement mieux que les autres sessions parce que ils sont obligés de répondre aux questions, parce qu'ils sont obligés d'écouter correctement, parce qu'ils peuvent réécouter la vidéo s'ils n'ont pas compris, parce que j'intègre un nouveau type d'activité que je ne retournerai pas en arrière. En fait, je trouve que c'est une Oui. excellente façon de passer du contenu des nouveaux apprentissages. Puis en classe, après, on vient les consolider avec des schémas, on vient les mettre en pratique avec des ateliers. Mais moi, je capote. Là. Je suis vendue H5P. Puis comme vous avez vu, il y a vraiment tout plein de possibilités. Et c'est pas si compliqué. Moi, j'ai même pas regardé le tutoriel, puis en 15 minutes, je me débrouillais toute seule. Donc, c'est vraiment accessible. Je comprends que c'est dans un deuxième temps. Là. On commence peut-être par intégrer Moodle et comprendre comment ça marche. Mais ceux qui sont déjà à l'aise ou ceux qui osent, allez-y, vous ne le regretterez pas. J'ai d'ailleurs des témoignages d'autres enseignants que j'ai convaincus là, qui sont aussi enthousiastes que moi. Hey, super. Merci beaucoup, Marilyn. Tu peux arrêter ton partage. Oui. Je te poserai peut-être une question sur H5P. Je connais la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que est-ce que tu l'utilises pour évaluer de façon sommative ou tu l'utilises seulement de façon formative pour l'apprentissage, mais qu'il y ait un feedback rapide? Plus pour des activités d'apprentissage. H5P, en fait, n'est pas construit comme les quiz Moodle. Donc, pour des évaluations, je privilégierais quand même les quiz Moodle qui sont plus stricts ou plus optimisés pour ça. H5P a été vraiment conçu dans un but d'apprentissage. Oui, il y a une note, mais en fait, il pourrait être utilisé comme évaluation, mais de ce que j'ai vu, je pense que c'est un outil qui est beaucoup plus adapté pour de l'apprentissage du formatif, puisqu'on a une rétroaction. Et moi, dans les questions, vous avez vu, je n'avais pas fait de rétroaction parce que les questions étaient plutôt simples, mais on peut, comme Eric l'a dit tantôt, là, on peut faire des arborescences avec des jeux genre Escape Room si on veut, Oui. là, qu'on revient au départ si on ne l'a pas, puis si on change de direction. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai exploré la pointe de l'iceberg de H5P, mais ça me donne envie, si on veut, là, de poursuivre et d'aller essayer tout le reste. OK. Ah, ben c'est super, c'est très intéressant. Puis je pense que de ce que j'entends pour ton cours de photographie particulièrement, il risque, même au retour de la fameuse pandémie, il risque de retourner. Là, je sens dans ton discours un petit peu de pédagogie de classe inversée, là, où il va y avoir du travail qui va se faire à la maison parce que tu as développé des outils de contrôle, puis tu vas consolider énormément en classe maintenant le côté plus pratique. Je pense que tu vas t'en aller vers là. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. J'osais pas le dire, là. Je ne sais pas si on va avoir le droit ou en tout cas, mais clairement, parce qu'en photographie, on manque toujours de temps pour faire des laboratoires Oui. intéressants, des ateliers cool. Là, ça prend du temps à monter le studio et tout. Mm. Donc, si je continuais à utiliser ces capsules-là à la maison, ben, on aurait beaucoup plus de temps pour faire des projets tripants en classe. Et c'est vraiment ça aussi, là, ce qui est intéressant pour les enseignants, là, pouvoir développer des projets plus attractifs pour les élèves et plus pratiques si la théorie a été comprise à l'extérieur ou en tout cas débutée. Là. C'est vraiment comme moi, je le fais comme une amorce à la théorie et à la compréhension, mais ça pourrait être amené autrement également. Hey, un gros merci, Marilyn. Très apprécié grand ton partage d'expérience. Ça fait déjà 18 minutes. On a dépassé 3 minutes, mais c'est pas grave. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Je suis certain que si les gens ont des questions, ça va te faire plaisir de leur répondre. Puis, bien, je te dis encore 1000 fois merci. Puis, on va se dire à la prochaine. Peut-être, oui. Good. Merci, Eric. Au plaisir. Au plaisir.
Puis, ben, sur ce, on va se quitter pour cet autre épisode du Pédago Podcast. Je vous remercie encore une fois les gens qui nous suivent. Bien, j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui nous ont dit « Ah, je les ai écoutés, ça prend du temps avant que j'y arrive, mais je finis par écouter le Pédago Podcast. C'est intéressant ce qu'on entend. » Ben, ça nous fait plaisir, on le fait pour vous. On le fait pour partager les bons coups qu'on a à l'intérieur de notre cégep. Puis, s'il y a des choses que Marilyn vous a parlé, qui vous intéresse, bien, écoutez, ça va me faire plaisir. Hein. Je vous rappelle, c'est mon travail de vous accompagner à l'intérieur de ça. Donc, vous ne vous gênez pas, vous ne me dérangerez jamais, jamais, jamais pour faire ce type de choses-là dans vos cours Moodle. Ça va me faire plaisir. Alors, c'est la fin. 20 minutes pile. Je m'en excuse, on a dépassé de 5 minutes pour cet autre Pédago Podcast.